14 décembre 2019. La bombe arrive sur ma messagerie sécurisée. Une source me contacte anonymement, je ne connais pas son nom. Elle prétend travailler pour un service de renseignement étranger. Voici ce que m'écrit ce mystérieux personnage. Depuis des décennies, les États-Unis espionneraient les banques suisses, l'industrie, les offices fédéraux, les universités et les hautes écoles, ainsi que les administrations publiques, grâce à du matériel informatique truqué. Si ces faits sont avérés, c'est un énorme scandale pour la Suisse. Ce petit pays immensément riche qui a mis tout son succès sur le secret serait en fait sous écoute américaine depuis toujours. Ma source me propose un rendez-vous dans le village vaudois du QI. Mais à certaines conditions, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, pas d'enregistreur non plus. Tout cela est-il bien sérieux? Le seul... Alors on va par où? Bah ici, là, à gauche, si ça vous va. Hein. Moi je vous suis. Ok. Mais pourquoi me rencontrer aujourd'hui? Bah, parce qu'à l'origine, j'ai été recruté par un service de renseignement étranger pour différentes missions au sein d'entreprises privées, dont Sun Microsystems. Au sein de Sun, j'étais pas dans la confidence de mon employeur, mais je me suis douté assez rapidement de ce à quoi servait mon travail de facilitateur de contrats pour la vente de matériel truqué à certaines cibles. J'ai dû me conformer aux règles de Sun qui provenaient indéniablement du gouvernement américain, c'est-à-dire de faciliter la pénétration commerciale sur toutes les cibles identifiées et à n'importe quel prix. La source prétend avoir eu pleinement conscience de vendre du matériel informatique truqué à tout prix et à tout le monde. Au début d'Internet, dans les années 1990, les clients n'y auraient vu que du feu. Soit ils étaient complètement naïfs, soit pas assez curieux quant aux produits qu'ils achetaient. Mais commençons notre histoire par celle de Sun Microsystems. L'entreprise américaine qui a su asseoir son pouvoir sur le marché suisse des technologies. Fondée en 1982 dans la Silicon Valley, Sun Microsystems est une success story à l'américaine. Ambitieuse, l'entreprise développe un modèle d'affaires simple mais implacable pour écraser la concurrence, connecter toutes les entreprises à Internet. Elle fabrique les machines, les serveurs et le langage de programmation Java qui permet aux applications et aux sites web de fonctionner. En d'autres termes, elle fournit une offre complète aux entreprises. Elles peuvent ainsi surfer sur la vague Internet qui déferle sur la planète. En 1996, Sun débarque à Genève et à Zurich avec un objectif clair: s'accaparer le marché suisse. En tant qu'ancien responsable sécurité pour Sun Europe, le Français Gilles Gravier se rappelle de ses débuts en Suisse. Son rôle au sein de la société était d'encourager les entreprises à se connecter à Internet. Ma tâche, moi, c'était de supporter les équipes de vente et d'aider nos clients dans les problématiques d'Internet au début. 94, c'était le premier Internet commercial, donc les gens ne le connaissaient pas. Donc il fallait expliquer, il fallait convaincre les uns et les autres d'utiliser Internet pour leur métier, pour leur travail, pour leur business, alors que c'était quelque chose que personne ne savait par où commencer. Le patron de Sun, Scott McNeely, homme d'affaires à l'impeccable costume, affectionne la Suisse. Il sillonne les rues de Zurich pour serrer la main des clients, les directeurs généraux des banques et de l'industrie suisse. Cette opération séduction est un succès. Grosso modo, toutes les entreprises suisses étaient clientes de Sun. Dès que quelqu'un était connecté à Internet, c'était sur du Sun, donc n'importe quel grand groupe pouvait l'avoir s'ils en avaient besoin. Est-ce que vous saviez que vos machines étaient potentiellement truquées par les espions américains? Alors là, j'en ai aucune idée, honnêtement, aucune idée. Franchement, à part le fait que la NSA devait être un de nos gros clients, mais comme à peu près tous les services de renseignement un peu partout sur la planète, on veut être client de la NSA. À Genève, la mission diplomatique des États-Unis occupe le plus gros bâtiment du quartier international. On sait depuis 2013 que la mission hébergeait alors une antenne de la NSA, la National Security Agency, le renseignement électronique américain.
La NSA est la plus puissante agence d'espionnage des États-Unis et le plus gros employeur de l'État du Maryland. Avec un budget annuel qui avoisinerait les 11 milliards de dollars et ses 40 000 agents qui seraient postés dans le monde, sa force de frappe en matière de collecte d'informations est colossale. Grâce notamment aux stations d'écoute que la NSA gère sur la planète, dont celle de Genève. Ici, c'est un terrain de jeu stratégique pour les espions américains. Les négociations diplomatiques, les banques, la finance, tout les intéresse et rien n'échappe à leurs oreilles. Bruce Schneier est une star mondiale de la sécurité informatique et un conférencier très courtisé. L'Américain connaît tous les petits secrets de la NSA. Il a travaillé au département américain de la Défense. Depuis 20 ans, il dénonce la surveillance étatique, notamment de la NSA. La devise de la NSA est de tout collecter. L'agence est infiltrée dans les réseaux téléphoniques du monde entier, collectant une quantité extraordinaire d'informations. Ces informations concernent des citoyens étrangers et des citoyens américains. Cet espionnage continue parce que la NSA peut se le permettre. La façon dont l'agence obtient du renseignement est de tout collecter, puis de prendre ce dont elle a besoin. Edward Snowden, l'ex-espion de la NSA qui a travaillé 2 ans sous couverture à Genève, confirme ces affirmations. En 2013, il révélait comment l'agence infiltre le secteur privé pour surveiller le monde entier. Les relations commerciales entre la NSA et Sun Microsystems sont du domaine public, mais les détails de cette collaboration restent méconnus. La façon dont la NSA collabore avec les sociétés technologiques n'est pas très claire. Nous ignorons si ces entreprises sont corrompues, cajolées, menacées ou simplement si la NSA leur demande gentiment. L'autre hypothèse est que la NSA utilise leurs infrastructures sans but précis. En Suisse, qui étaient les clients de Sun Microsystems? Presque tous les offices fédéraux, dont l'Office fédéral de la statistique, mais aussi Givaudan, Firmenich, Deutsche Bank, le CERN, Reuters, la Banque Lombard-Odier, Julius Baer, Crédit Suisse, UBS, la Banque Pictet, la BCGE, mais aussi les universités de Genève, Lausanne, Berne, les PFL, le TH, la BCV, les cantons de Vaud, Zurich, Berne. J'ai dans mes archives une liste avec toutes les machines installées et les adresses IP concernées. Dès 1998, tous ont acheté le plus gros système Sun. Nous avons retrouvé un des clients de Sun, l'Université de Genève. Encore aujourd'hui, ces serveurs de données et ces logiciels informatiques tournent sur du matériel Sun. Or, selon notre source, ce matériel serait équipé d'un dispositif ingénieux qu'on appelle une porte dérobée. Une porte dérobée, c'est un passage secret et invisible dans du matériel informatique physique ou un logiciel. Les espions l'empruntent pour écouter ou voler des informations. Nous avons parlé des soupçons d'espionnage avec Alain Hugentobler. Depuis 25 ans, il pilote la sécurité informatique de l'Université de Genève. Et depuis 25 ans, il n'a rien à redire sur la qualité des produits. Nous sommes clients de Sun Microsystems depuis le milieu des années 1980. Historiquement, on a été parmi les premières organisations qui ont été connectées à Internet. C'est toujours du matériel qui a fonctionné correctement, avec des performances correctes, tout à fait ce qu'on attendait. Au niveau de la fiabilité, c'est extrêmement fiable. À un moment ou à un autre, vous avez suspecté la présence de portes dérobées dans le matériel ou des cartes mères qu'on vous livrait? Non. Aucunement. Pourtant, selon nos informations, c'est par le réseau de communication de l'Université de Genève que l'espionnage américain a pu s'infiltrer à grande échelle dans le monde académique. En Suisse, en effet, toutes les universités, hautes écoles et centres de recherche sont reliés à Internet par le réseau de communication Switch. Les courriers électroniques, le transfert des données passent par cette autoroute de l'information. Si des espions exploitent une faille dans les machines Sun de l'Université de Genève, ils ont accès à toutes les institutions reliées par Switch. Espionner le monde universitaire fait partie des techniques de pêche de la NSA. Un petit poisson. Mais qu'en est-il des plus gros poissons, comme les banques suisses par exemple? La Rolls de l'économie suisse a toujours été dépendante du matériel informatique de Sun pour le stockage et le transfert des données. Si la NSA disposait bien d'accès secret aux machines de Sun, comme le prétend notre source, elle aurait donc eu accès aux données bancaires ainsi qu'aux flux de transactions. De quoi donner un sacré coup de pouce à Washington dans plusieurs dossiers. Celui de son bras de fer avec la Suisse sur le secret bancaire et l'évasion fiscale par exemple,
ou celui du financement du terrorisme. L'enjeu est donc énorme si les informations de notre source se confirment. Alors, au travail, avec la tâche de prouver les allégations de notre source. Les entreprises suisses ont-elles bien été espionnées par la NSA grâce aux technologies truquées de Son? En janvier 2020, je m'attaque au portrait robot de Son. Nombre d'employés, technologie, chiffre d'affaires. Je mets la main sur les archives de l'Université de Genève. J'épluche les contrats de maintenance. J'analyse les contrats d'achat. Je creuse les abysses d'Internet à la recherche d'un document, un email et de tous les petits détails qui me mettraient sur la bonne piste. Je scanne les documents publiés par Edward Snowden et commande les dossiers complets de Son auprès des registres du commerce de Genève et de Zurich. Grâce à ces informations, j'ai désormais une connaissance intime de Son, mais aucune preuve d'un quelconque trucage de matériel pour la NSA. Du moins, pas encore. Mais quel était votre mandat? J'analysais les cibles potentielles. Je transmettais aux responsables notre besoin de les cibler avec une offre commerciale ultra concurrentielle. On remontait les problèmes commerciaux et on les résolvait par tous les moyens pour faire passer l'accord. Personne ne devait nous connaître. On m'a expliqué qu'il était important que certains appareils soient installés coûte que coûte chez tel ou tel client en Europe. Aviez-vous connaissance du double usage de ces appareils? En fait, au tout début de ma carrière, pas du tout. Puis après, j'ai compris pourquoi je devais faire cet effort commercial pour certains clients. L'Université de Genève s'équipe presque entièrement auprès de l'entreprise américaine. La raison est simple, le prix, qui défie toute concurrence. Alors, on avait d'excellentes relations parce qu'on bénéficiait de prix list en dollars, ce qui faisait qu'on achetait à un faible pourcentage du prix que les entreprises payaient pour le même matériel. J'apprends alors avec surprise que la division informatique de l'Université de Genève n'avait pas les moyens d'évaluer la fiabilité et la sécurité de ses achats informatiques. Elle doit donc faire une confiance aveugle à Son. Elle n'a pas le choix. Je pense qu'il y a un contrôle de qualité à la sortie de la chaîne de production. En revanche, l'installation du système d'exploitation et sa configuration est faite par les ingénieurs systèmes de la division informatique. On n'a pas vraiment le choix parce que ça nécessite beaucoup de moyens de tout contrôler. Beaucoup de nos clients avaient accès directement à nos codes sources, donc pouvaient vérifier que ce qu'on leur livrait faisait exactement ce qu'on leur disait que ça allait faire. Et en particulier les clients dans les gouvernements. L'espionnage que dénonce la source est plausible, mais comment le prouver? En remontant quelques années, une clé de notre énigme se loge dans nos archives. Elle va changer la face de nos recherches. Au mois d'octobre 2016, un mystérieux groupe de pirates informatiques exploite une fuite interne à la NSA. Ils se font appeler les Shadow Brokers, ou courtiers de l'ombre, et nous viendraient de Russie, selon les spécialistes en sécurité informatique. Les Shadow Brokers détiennent entre leurs mains les secrets sur une partie de l'arsenal d'espionnage de la NSA, et ils diffusent cette fuite explosive dans le domaine public. Bruce Schneier est effaré par cette découverte. Les fuites des Shadow Brokers ont créé une véritable surprise chez tous les membres de la communauté actifs dans la sécurité. Pour la première fois, nous avons découvert les détails des outils d'espionnage de la NSA. Ce sont d'énormes secrets sur des outils puissants et coûteux qui ont été rendus publics. Nous avons tous été surpris et étonnés. Cela ne faisait aucun sens de tomber sur ces informations. Et pourtant, nous avons été en mesure de regarder ces outils et d'en tirer des enseignements. Ces fuites des Shadow Brokers représentent une mine d'or pour Matthew Hickey. Le hacker britannique est le premier à se jeter sur ces informations. Il publie une longue analyse des fichiers. Ces outils d'espionnage ont été conçus pour s'introduire de manière furtive dans les systèmes informatiques, simplement en utilisant des vulnérabilités jusque-là inconnues. C'est un gros problème pour les entreprises et les particuliers, mais davantage pour les entreprises, car elles sont nombreuses à utiliser ces logiciels. Par exemple, l'industrie pharmaceutique, les entreprises de télécommunications, la finance
et l'industrie. Avec ces fuites, n'importe qui peut désormais savoir comment accéder à ces systèmes. Sur la liste des entreprises infiltrées par la NSA, nous trouvons le nom de Sun Microsystems. Impossible de détecter la présence de la NSA, car l'agence a tous les outils pour cacher sa présence et effacer ses traces. C'est comme si vous fermiez votre porte d'entrée à clé, mais que les voleurs avaient un double. Ils dérobent des informations, mais il n'y a aucun signe d'effraction. L'ensemble des données qui ont fuité contenaient des failles. Nous avons pu retracer l'une de ces vulnérabilités. Elle remonte à 1997 environ. Nous tenons donc une première confirmation. Les portes dérobées dans les systèmes de Sun existent depuis 1997. Et il aura fallu 20 ans pour les découvrir. Dans ce monde d'il y a 20 ans qui découvre Internet, les clients de Sun n'ont pas conscience des risques, ni les moyens de régater face à la puissance de la NSA. En réalité, la NSA consacre des efforts intenses à ces outils. Ces derniers sont très efficaces et ils fonctionnent. Cela veut dire qu'ils sont très difficiles à détecter et très difficiles à combattre. Vous savez, les entreprises font de leur mieux pour sécuriser leur système. Cela dépend souvent du type d'attaque. Pour avancer dans notre démonstration, nous avons voulu vérifier si nous aussi, nous étions en mesure d'infiltrer les machines de Sun grâce aux informations des Shadow Brokers. Par chance, nous en avons retrouvé une dans la collection du musée d'informatique Bollot à Lausanne. C'est une vieille dame que nous avons confiée à Dominique Vidal. Ce spécialiste de haut vol en sécurité informatique est l'un des meilleurs hackers au monde. Nous lui avons confié la machine. Dans son laboratoire, Dominique a autopsié le matériel de Sun. L'opération a pris plusieurs jours. Voici son rapport. Il faut passer en revue chacun des identifiants et puis faire du try and error. Donc cette commande IBB Shave. Ici, donc le paramètre -T0, ça concerne l'architecture que l'on a. L'identifiant du service, donc ici j'ai un 32774. Je vais commencer peut-être par le 32771 qui est ici, d'accord. Je retiens également que j'ai un numéro 1 et je retiens que j'ai 1083 ici. Reprenons. La fuite se présente comme une sorte de recette de cuisine sous forme de liens téléchargeables impossibles à déchiffrer pour vous et moi. Nous avons essayé de reproduire les techniques d'espionnage de la NSA. La porte d'entrée, c'est un système d'exploitation appelé Solaris, conçu par Sun, l'équivalent du Windows de Microsoft ou du macOS d'Apple. Les outils découverts permettent de s'introduire à distance dans tous les systèmes Solaris partout dans le monde. Ainsi, depuis son siège près de Washington ou depuis sa mission diplomatique à Genève, la NSA peut s'introduire dans les systèmes Solaris, en prendre le contrôle et écouter. Or, il se trouve que jusqu'en 2009, le système d'exploitation Solaris est extrêmement répandu dans les entreprises suisses. Il est vendu par Sun avec ses machines. Nous allons donc essayer de les infiltrer à notre tour. Nous décidons de passer à table et de tester les recettes de cuisine de la NSA. C'est ici une commande qui s'appelle RPC Info. Ce que vous voyez là, ce sont des lignes de commande. Chacune d'elles représente une attaque fournie par la fuite des courtiers de l'ombre. Et là, je vois qu'il me communique un certain nombre de choses, donc il faut lire. Throwing Solaris 9 exploit. Qui sont... Dominique Vidal frappe une première fois, une seconde, puis une troisième, mais la machine ne plie pas. Là, je pense qu'on va avoir une exécution réussie. Contre là, on dirait qu'il est... L'expert sort alors l'artillerie lourde et... Voilà. Bingo. Sous nos yeux, Dominique Vidal a pris le contrôle de la machine. Il a les pleins pouvoirs. Et puis là, ben voilà, en plus, c'est un exploit qui est un peu hors norme, puisqu'il te donne un accès total à la machine à distance. C'est le Holy Grail dans le domaine du piratage, enfin de la cybersécurité. Certaines informations obtenues par ces fuites concernaient les marchés financiers du Moyen-Orient. Donc, il y avait cette volonté de comprendre les mouvements de trésorerie et de transferts interbancaires dans des pays comme le Liban, l'Arabie saoudite
où ces systèmes ont été attaqués. Ceux qui ont utilisé ces outils d'espionnage l'ont fait dans l'optique de comprendre les marchés monétaires. Aujourd'hui, Sun n'existe plus. Le géant Oracle l'a racheté en 2009. Il reste à savoir si dans cette affaire d'espionnage, Sun a été victime à son insu de la NSA ou si, comme le suggère notre source, l'entreprise s'est rendue complice pour ne pas perdre ses contrats avec le gouvernement américain. Selon moi, Sun Microsystems est davantage une victime dans cette affaire, pour deux raisons. La technologie derrière ces attaques a touché plusieurs versions du système d'exploitation de Sun, et elle est restée secrète pendant une longue période. Une entreprise n'a aucun intérêt à garder des portes dérobées dans ses produits. Selon notre enquête, il est donc probable que la NSA a eu accès au secret d'une longue série de clients suisses de Sun. Il y aurait donc de quoi s'inquiéter. Mais c'est mal connaître la Suisse, qui connaît pourtant des scandales d'espionnage à répétition. En octobre 2013, le conseiller fédéral Uli Maurer, alors ministre de la Défense, réagit aux révélations d'Edward Snowden avec la plus grande mollesse. De l'espionnage, il y en a toujours eu en Suisse et il y en aura toujours. Il n'y a pas de raison, ni aujourd'hui ni demain, de réagir de façon aussi hystérique que les autres. Cette passivité fait bondir Jean-Henri Morin. Voilà 8 ans que le professeur associé en système d'information à l'Université de Genève attend que la Suisse se réveille. Ce sursaut, je l'attends depuis 2013. Pour moi, 2013, c'était le moment où on devait avoir ce sursaut. Il ne s'est pas opéré, il ne s'est pas produit. Et en fait, je l'attends. Et la question que je pose très souvent, c'est qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'un véritable sursaut arrive ? Et à chaque fois, je me dis, peut-être ça, et puis non. À l'heure où explose la multiplication des données et où se pose la question de notre espace privé à l'ère numérique, l'affaire Sun Microsystems devrait sonner comme un avertissement. Est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de la situation ? Je suis un optimiste, donc je vais dire oui, parce qu'il n'y a pas de situation qui soit, irrécupérable. Ça va être compliqué, ça va être dur, et ça va coûter. Et ça, c'est peut-être là où le bât blesse, parce qu'une transition numérique, l'enjeu qui est derrière va coûter quand même beaucoup d'argent. Mais je crois que cette absence de responsabilité numérique publique, c'est-à-dire de nos pouvoirs publics aujourd'hui, dans l'encadrement, dans le fait d'accompagner un État qui se dit numéro 1 au monde en à peu près tout, qui est riche, très riche, qui a les moyens d'assumer des grands défis et des grands projets, aujourd'hui, soit totalement incapable de gérer cette gouvernance du numérique pour son pays et son peuple et ses habitants. Notre enquête sur l'univers opaque de l'espionnage des entreprises et des administrations a révélé les failles de la Suisse. Et si les activités de Sun ont cessé, les risques d'espionnage se sont par contre accélérés. Et cette fois, ils nous concernent tous. Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils ont le choix. Mais notre besoin de communiquer est si fort que nous ferions n'importe quoi. Je veux dire que cet appareil est l'outil de surveillance le plus puissant que nous ayons inventé. Il sait en permanence où je me trouve, où je vis, où je travaille. Il sait quand je me lève le matin, quand je vais dormir. Il connaît les personnes avec qui je communique et ce que je leur dis. Nous acceptons d'avoir volontairement toutes ces informations dans notre poche parce qu'elles sont trop importantes. La surveillance est le modèle économique d'Internet. Il est tellement rentable que personne ne le remet en question, surtout pas la NSA. L'agence use d'outils d'espionnage toujours plus puissants pour surveiller le monde entier. Sun en a fait les frais. À qui le tour ?